Bonsoir. Finalement, tardivement, mais je fais quand même une petite vidéo. Alors, on s'en était arrêté à la voiture dans le même état, là, comme on... Salut Michael. Comme je l'avais laissé. En votre absence, j'ai juste monté mes supports de carrosserie. Donc les supports de carrosserie, mes plots avant ou arrière, je les juste, j'ai triché parce que j'ai copié les hauteurs que j'avais sur mon ancienne voiture. Et les plots latéraux, pareil, j'ai raccourci le côté extérieur, mis ma vis en tête, vissé mon petit plot, et après les colonnettes, il y avait déjà les vis, donc je les ai vissées et basta. J'ai juste fait ça en votre absence. Donc là maintenant on va monter le moteur, faire tout ce qui est... la dernière fois j'avais posé un moteur, mais c'était juste pour voir j'avais posé vite fait, juste pour avoir pour faire mon passage de durite, mes durites, mes tringleries. Donc là maintenant je vais le poser. Salut Didier, salut Jean-Luc, salut Pascal. Donc bon, les commentaires, pour ceux qui me posent des questions en direct, je vais essayer de regarder régulièrement l'écran. Parce que là cette fois-ci j'ai mis le téléphone dans une façon qu'il n'y a pas un effet miroir où on voit tout inversé. Normalement là vous voyez tout dans le bon sens. Mais il se peut qu'avec les connexions, déconnexions des gens, je ne voyais pas forcément les questions passer. Mais bon, si je ne réponds pas de suite, je répondrai après. Hein. Donc voilà, je vais monter mon moteur, mon Abarth légende. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pas de moteur qui était qu'on appelle ça, qui était neuf, où je devais tout monter, et c'était déjà des moteurs qui étaient préparés. Donc voilà, après une petite révision cet après-midi, maintenant il est prêt à être monté sur la voiture. J'ai déjà monté le syntaxe. Et voilà, donc on pose sur la voiture. De toute façon, il y a des rainures dedans, on peut pas se tromper. Je mets mes vis avec la rondelle cuvette. Et on visse. On visse d'abord les deux. Désolé là, vous voyez pas forcément, mais c'est parce que j'ai tiré la voiture pour pouvoir mettre les vis par dessous. Donc je mets les vis par dessous. Là vous voyez pas parce que bon, comme j'ai dit, j'ai tiré la voiture au bord de la table pour faire le tournevis dessous. Donc là j'ai juste les deux vis M5 côté gauche. Juste je règle mon entre-dents. Voilà. Comme mon pignon il a un peu de jeu par rapport à la couronne. Voilà, c'est bon. Donc je verrouille mes deux vis. Donc normalement toujours obligé de limer le support moteur. Je réponds à Michael, il n'y a rien besoin de limer cette année. Même si les supports... sûrement le carter, tu me parles. Le carter, oui, il faut toujours couper les pieds. Pour le carter lanceur, oui. Effectivement. Donc une fois que moi je monte mes deux vis M5 côté gauche, je fais mon entre-dents. Après je fais d'abord toujours le côté gauche, après le côté droit. Je mets ma vis qui relie ma plaque moteur au train arrière. Alors à cet endroit là, je vais si on peut un peu tourner. À cet endroit là derrière, moi c'est une vis avec un écrou hein, classique. Je mets deux rondelles. Tout simplement parce que vu qu'il y a un trou houblon derrière et que c'est un endroit de liaison
pour la rigidité du châssis. J'en mets 2 volontairement pour éviter la déformation qu'il peut y avoir avec le trou houblon dessous, pour que ça fasse une épaisseur plus conséquente et que quand on serre fort, voilà, quand on serre fort, ça se déforme pas, et la rondelle elle fait pas chou-fleur. Voilà. Une fois que le côté gauche il est fait, on enquille à gauche, à droite plutôt. Alors, bon voilà, j'ai répondu à Michael. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non. Voilà. Donc là j'ai fait le premier serrage avec un 3 boules. Et après, juste je remonte le triangle. Et ça me dégage la place. Voilà, donc côté gauche, arrière droit. Et je finis par le petit support de côté. Donc celui-là c'est celui qu'on fait en dernier parce que une fois qu'on a le pôle important c'est le côté gauche. Une fois qu'on a fait le côté gauche, on fait par le côté droit, l'arrière droit, et celui-ci, moi je finis en dernier par celui-ci. Parce que de toute façon celui-là il est réglable en avant et en hauteur par le haut. Donc ce qui est important sur celui-là, vu qu'il est réglable dans tous les sens, le bon côté c'est qu'il est réglable, donc on peut tout compenser comme jeu. Mais on peut aussi mettre qu'on appelle ça, des tensions sur le châssis. Et donc ce que je fais avec 2 tournevis, je serre d'un côté, je serre de l'autre et je dévisse, histoire qu'ils se mettent en place comme il faut. Et voilà, normalement quand on dévisse après un côté ou l'autre, on sent qu'il n'y a plus de que quand on serre, ça bloque de suite. Il n'y a pas le support qu'on le tire d'un côté ou de l'autre et qui peut créer des tensions inutiles sur le moteur. Voilà. Donc voilà, le moteur. Il est fixé. On va y brancher les durites. C'est neuf. C'est un peu dur. Voilà. Donc durite en tringle de gaz que j'ai déjà préparé avant. Un petit écrou M3. Donc la tringlerie de gaz, moi je mets pas de ressort de rappel ou quoi que ce soit sur la tringle de gaz. C'est que le ressort du carbu qui me tient ma corde à piano. Et donc faites attention qu'elle soit bien faite et bien libre, parce que bon, la tringle de gaz, quand ça reste accéléré, ça fait pas bon ménage. Ouh là là, il y a eu des messages. Eh Laurent, une glace, ouais, je dirais pas non. Hein. Je dirais pas non. Salut Samuel.
tranquille devant son PC, ouais, aussi. Et pour Loïc, déjà salut. Et les freins, je les ai fait dans une vidéo précédente. Regarde juste dans les publications un peu plus hautes, tu vas les trouver. Et voilà. Bon, reprenons. Donc, la tringlerie, bon, j'ai dit, ouais, faites bien gaffe à ça. Parce qu'après, il y en a qui mettent des ressorts de rappel sur la tringlerie. Oui, pourquoi pas, c'est toujours une sécurité en plus, mais si votre tringlerie est bien alignée par rapport au T, que tout est libre, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme il faut. Donc, boîte à air. Alors, la boîte à air. La boîte à air Genius. Tout simplement, rien d'exceptionnel. Hein. Je la fixe avec le bon collier métal. Donc, quand un conseil, on vient un peu serrer le collier, parce qu'il est neuf. Voilà. Quand vous emboîtez la boîte à air, il y a deux joints toriques. Si vous avez du mal un peu, parce qu'ils sont secs, ce qui est d'ailleurs le cas là, n'hésitez pas à mettre un petit peu de gras. Voilà, ça va. Et surtout vérifiez, quand vous emboîtez la boîte à air, qu'il n'y ait pas un joint torique qui est sorti et qui ferait que ça se fait plus étanche et que le joint torique en plus on l'abîme et il se coupe. Donc voilà. Bon, moi la boîte à air je la mets droite, hein. Je suis pas partisan. Il y en a qui la mettent de travers. Droite ou de travers, c'est plus après une question d'esthétique qu'autre chose. Parce que le moteur prendra pas plus d'air frais droit ou de côté en pensant que ça rentre par les fenêtres. Parce que finalement dans les fenêtres, avec la vitesse, il n'y a pas... De mon point de vue, il n'y a pas une grande différence, ça change pas l'histoire. On va finir la boîte radio. Je vais vous montrer comment je fais ma mousse de filtre à air. Ma mousse de filtre à air. Donc là, j'en prends une neuve. Donc pour la mousse, oulala, il y a le paparazzi. Eh oui, il y a la moustache, il est présent. Il est présent sur tous les fronts. Donc bon, ma mousse de boîte à air. Donc ce que je fais en général, je garde le sachet d'emballage. J'enlève juste la... Ah merde, j'ai déchiré. Bon, je vais prendre un autre petit sachet, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je garde ma mousse. Bon, en général, je garde le sachet de la mousse. Bon, là, j'ai déchiré. Bon, je prends un autre sachet. Je vais mettre même un gant. Parce que ça colle et après, pour nettoyer, c'est la... Donc, je mets de l'huile filtre à air. Que j'ai à la vente. Donc tout simplement, je sais pas si on voit bien, voilà. Je prends, j'en mets une bonne quantité dedans. Je prends, je malaxe, vous voyez. Eh oui Jean-Luc, le joint torique, tu vas savoir à quoi ça sert. Donc voilà, je malaxe ma mousse et en fait ça a pour but de bien répartir l'huile. Donc en général le sachet, je le jette. Et une fois que j'ai malaxé,
et que là maintenant je sais que l'huile, la mousse elle est imbibée partout, ben, je prends dans du papier et je fais l'inverse. Et je pompe en fait le trop d'huile. Donc c'est pour ça que alors après peut-être là j'en ai mis un peu beaucoup là, mais le principe il est là, il est le même. Après il faut un peu mieux doser. Là sur le coup je me suis un peu emporté. Donc en fait ça a pour but ça de bien huiler et surtout après d'enlever l'excédent et de laisser juste ce qu'il y a besoin pour que ça attrape la poussière. Donc comme ça moi vous êtes tranquille. Vous faites un bonjour Alain, bonjour Jean, et vous faites un filtre à air comme il faut. Et tant que le papier absorbe, ben on répète. Voilà, là ça commence à moins dégorger. On peut aussi même la retourner, hein, histoire que ça. Donc le filtre à air, c'est à faire normalement à chaque sortie. Et c'est à faire à chaque sortie. Et pour les pires conditions, piste très très sale, bon c'est rare que ça arrive, mais pour des conditions de CF, en général, bon la journée c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais pour un CF, si c'est très sale, vendredi, samedi, le dimanche, faut le refaire. Si c'est vraiment très 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 poussiéreux, comme vous voyez là j'absorbe quasiment plus rien. Parce que si on fait pas ça, qu'on pompe pas l'excédent d'huile, ben ça fait bouchon en fait. Ça bouche les pores de l'huile et ça aspire moins bien. À l'inverse, vous pourriez très bien me dire, ben on met pas d'huile, ça aspire mieux. Oui, mais votre moteur il aspirera aussi autant de merde. Et donc il faut quand même un juste milieu. Donc voilà, une fois que j'ai pompé quasiment tout le surplus d'huile. Vu que c'est une huile qui est très collante, il y a quand même juste ce qu'il faut dans la mousse pour faire colle et pour coller toutes les petites poussières qui pourraient passer. Donc, pour monsieur Jean-Luc, voilà à quoi sert le joint torique, à tenir la mousse. Parce qu'ici il y a une petite collerette. Donc, voilà. Alors ça pareil, je le vois trop souvent. Les mousses sur les boîtes à air. Souvent je les vois enfoncées à fond. Vous voyez là, la boîte à air elle est là. Hein. J'ai encore tout ça devant. Dites-vous bien que plus vous la laissez tirer devant, plus ça fait du volume de filtration et de surface de filtration. Donc si on la colle à fond dedans, si le trou il est 10, ben vous aurez que 10 mm de mousse qui filtre. Donc là, si plus vous l'avancez, vous avez carrément toute la mousse qui va servir de filtre et vous aurez une meilleure filtration. Donc attention de ne pas l'emboîter à fond. Et pour compléter ma filtration, j'utilise le surfiltre. Tout simplement. Ça, je l'emboîte comme la mousse. Par-dessus, je la bloque là où il y a le joint torique. Et pareil, hein, je laisse devant pour qu'il y ait du volume, pas que ça soit collé à la mousse. Parce que si ça prend un peu d'huile, ça c'est radical. Hein, ça fait bouchon, ça devient hermétique. Hein. Donc je le laisse. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, je vous l'accorde, mais là vous avez un filtre parfait qui filtrera nickel. Et le moteur, vous en direz merci parce que ça va pas se poncer dedans avec toute la merde qui peut aspirer. Donc ça, le filtre, même si je dis souvent que c'est des moteurs tronçonneuses
et que c'est quand même beau comme il marche, c'est pas pour ça que le B.A.B.A. il faut le négliger et pas respecter quand même les filtres et tout ce qui incombe à l'entretien et au bon usage d'un moteur thermique. Big, c'est pas bien, faut pas se moquer, hein. Bah, l'avantage du désavantage du Riesling, c'est qu'à chaque fois il faut le couper. Donc, au moins le jaune torique, ça c'est réutilisable. Bon, moteur il est fixé, il est branché, il est duré, il y a tout. On va faire l'échappement. Donc l'échappement. Bon, j'ai un peu les mains grasses encore. Je sais pas si on voit bien là. Non, on voit pas. Donc je vais fixer mes supports. Donc d'origine, moi j'utilise le Best Pipe. Mon tournevis. Donc d'origine le Best Pipe il est livré avec un seul support. Un seul suffit amplement à tenir l'échappement. Moi j'aime bien en mettre un deuxième pour vraiment supporter totalement l'échappement sur la voiture et ça c'est par contre voilà, ça c'est quelque chose, c'est encore un point très crucial du montage d'un échappement. J'en vois beaucoup qui les échappements c'est bon, là je vais donner des conseils pour tout le monde parce que c'est pas dû qu'à Genius, mais je vois beaucoup les gens monter les échappements et les Énois, leur point faible c'est le cylindre. Peu importe 2-4 vis, peu importe ce qu'on va lui mettre dessus comme renfort, quoi que ce soit, c'est leur point faible. Donc moins on contraint le cylindre, mieux c'est. Donc les échappements, éviter que ça soit le cylindre qui le porte aussi. Donc soignez bien votre support. Donc là moi je sais déjà, parce que bon j'ai déjà mon ancienne voiture comme exemple. Mon support j'en mets deux. Donc celui-là je sais qu'il faut que je le colle, je le monte directement, et ici il faut que je mette une cale. Donc je m'embête pas, hein. Je prends les cales des triangles que j'utilise devant pour les fusées. Je me sers de ça pour faire une hauteur. Aussi bête, je vais pas chercher midi à 14h. Même si c'est un trou de 5, c'est pas grave, hein. Ça prend un peu de... C'est un peu de jeu, mais c'est pas gênant. Donc là je le sers vite fait, je verrai après, parce que le trou il est oblong, donc je verrai une fois que je vais présenter le pot. Je peaufinerai au dernier moment. Ça c'est une vis. C'est une vis foireuse ça. C'est une vis foireuse. Donc bon, c'est une vis foireuse. On va la changer. Ça c'est les vis de chez Savox. J'aime bien leur forme parce qu'elles ont une tête assez plate. Mais il y en a quelques-unes qui sont foireuses. Donc je suis pas rancunier, j'en remets une autre. Voilà, donc là j'ai déjà mes supports. Alors, je vais fixer le coude d'échappement. J'enlève mon petit bouchon de cylindre.
Voilà, Madine SCS. Et Madine Abat aussi. Là j'ai des SCS, mais sur certains moteurs j'ai les Abat aussi. Alors, donc moi j'utilise les joints d'échappement Abat, tout simplement pour continuer pour continuer la ventilation. Donc je coupe juste l'angle pour qu'il se monte sans forcer. Et ces joints là, ça permet de mieux conduire la ventilation et pas qu'elle se dissipe dessous pour vraiment faire un beau conduit et que ça sorte tout bien sur le côté. Donc l'échappement, le coude, rien d'extraordinaire. J'ai monté déjà la durite jaune dessus. J'utilise les vis Zenois là, avec les rondelles incorporées, là j'aime bien. Ça fonctionne bien. Donc vous aurez sûrement déjà repéré que sur vos coudes d'échappement, que ce soit le Best Pipe de chez Abat ou les autres, les concurrents, les trous sont oblongs pour le coude d'échappement. Donc ça sert pour pouvoir mieux ajuster. Vous voyez là, je sais pas si on voit. Oui, si on voit. Le coude, il a du jeu, donc on peut tricher un peu. Mais qui dit tricher, le problème c'est que le trou du cylindre est juste, et les trous, on peut tricher. Donc il faut pas aller dans un excès à fond à droite ou fond à gauche. Si vous bougez un peu, c'est pas grave. Mais plus on bouge, plus on est dans l'excès embuté d'un côté ou de l'autre, plus on n'est pas forcément centré. Donc c'est un petit détail à faire attention. Donc l'échappement. Donc l'échappement, il y a le support téflon. Moi j'en mets deux, donc j'ai mis mes deux supports téflon. Et ce que je fais, vu que j'en mets deux, ici c'est vous voyez, j'ai fait au Dremel. J'ai mis un petit coup pour pas que le ressort passe nickel sans que ça gêne. Donc voilà. Vous voyez, c'est assez près, donc comme ça au moins ça passe nickel. Donc je mets deux ressorts devant et un seul derrière. Vu que le deuxième est plus accessoire que... Mince, je me suis trompé. Vu que c'est plus accessoire qu'autre chose. Pas accessoire, mais il n'y a pas besoin d'avoir 4 ressorts. Les deux devant suffisent. Là j'en mets un pour quand même qu'il y en ait un, mais d'en mettre vraiment 4, c'est pas... Donc là je me suis trompé. J'ai fait une bêtise. Parce que la durite, elle va pas sur le coude, mais elle va sur l'échappement. Voilà, donc je présente. Ça permet de placer un peu mes anneaux en téflon. Alors je place vite fait un ressort, histoire de dire qu'il tient déjà. Et de là en fait après, je mets sur le... Je mets sur le côté. Et de là en fait je regarde que mes supports se montent bien. Donc comme je vous ai dit, de pas mettre à fond le pot comme ça ou comme ça, d'essayer d'être à peu près centré sur le coude d'échappement. Donc là je suis à peu près pas mal. Donc ces supports, c'est des supports en métal. Vous pouvez un peu les déformer vous aussi, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, le principal c'est que l'échappement soit tenu au coude et qu'après son poids il soit tout sur le support. Comme j'ai expliqué. Donc là, vu qu'il est au blanc,
Je le décale un peu. Donc ça peut être un peu propre à chaque voiture, chaque moteur. Donc faites bien attention de toujours avoir votre échappement qui repose bien sur son support et qu'il n'y ait pas de contraintes, parce que ça fait partie aussi des contraintes qu'on peut mettre sur un châssis. L'échappement vis-à-vis du moteur et indirectement sur le châssis. Bon, pour quand on le monte vraiment très mal. Donc vous voyez, c'est des petits supports en métal qu'on peut ajuster comme on veut. Donc de même, si vous venez à prendre un plomb sur le latéral, faites attention de vérifier qu'il n'y a pas la carrosserie de votre concurrent ou ami qui soit venu jusqu'à toucher le pot et qui aurait pu vous tordre au support de pot. Voilà, vous voyez le pot quand je le pose, il doit venir se plaquer sur il doit venir se plaquer comme il faut, sans forcer, sans déformer les supports, se poser dessus. Voilà. Donc c'est pareil, hein, en général, comme je vous ai dit, après c'est un peu propre à chaque voiture, chaque moteur, mais une fois que c'est fait, ça bouge vraiment très peu. S'il n'y a pas de choc, c'est pas quelque chose qui vient bouger toutes les 5 minutes. Hein. Mais bon, c'est important de... Voilà. Donc là, l'échappement, mes supports, ils sont bons. Je vérifie quand même. Non, voilà, nickel. Donc ce que je fais, parce que là on va rouler dans des conditions très chaudes, donc ça va prendre beaucoup de température là dans le coin. Je vais prendre et mettre un peu de pâte à joint, la même pâte à joint qu'on peut utiliser pour faire les joints d'embase de cylindre, de la pâte à joint, rien de quelque chose de classique, hein, quelque chose qui tient la chaleur. Parce que bon, il faut dire ce qui est, il n'y a pas un seul échappement sur le marché qui est vraiment étanche entre le coude et l'échappement. Donc dans des périodes comme maintenant, là, l'été, il fait tellement chaud que les moteurs sont de suite, ils sont pas très gras quand ils sont froids, donc ils sont de suite à peu près pas trop mal. Donc l'hiver, par contre, c'est un phénomène qu'on a beaucoup plus à froid, ils sont un peu riches. Ils vont vite cracher un peu d'huile. Donc si le joint ici il est fait nickel, bah, vous ne pourrissez pas votre voiture. Par contre le joint c'est quelque chose qui tient, ça tient la journée, et basta, hein. Si vous démontez ou quoi, c'est mort, hein. Il faut le refaire. Parce que la durite jaune qui est d'origine, elle tient, elle fait l'étanchéité, mais quand elle va commencer à brûler et elle va sécher, bon là, très honnêtement, je le fais, ça sert à rien parce qu'elle est neuve la durite. Mais c'est par habitude en fait, là, c'est par habitude, et puis au moins comme ça, vous voyez comment je fais en temps normal, donc voilà. Donc après, je fais ressort, je mets les deux ressorts, à l'aide de mon crochet,
Voilà, mon échappement il est monté. Il n'y a pas de force, il force pas sur rien, il n'y a pas de contrainte. Je mets mes ressorts. Salut Alex, arrête de regarder ces belles machines, tu vas craquer. Donc voilà les ressorts. Hein. Moi l'avantage de ces ressorts c'est que ça c'est pas comme les joints toriques chez notre principal concurrent qui casse toutes les 5 minutes. Cela, une fois que vous avez fait un bon montage, vous n'avez pas de soucis. Et voilà. L'échappement il est monté, il tient bien, il n'y a pas de contrainte. Bah voilà, lui le moteur il est tout monté. Un peu de rangement. Je vous livre tous mes secrets. Et en soi, c'est pas des grands secrets. Ben voilà. La voiture, elle est montée. Support carrosserie monté. Donc le pare-choc pour ce, comme j'avais dit, vous voyez d'origine le pare-choc, il y a les deux trous de fixation et il y a l'empreinte pour le supérieur. Donc ce que je fais, je prends, je mets une vis en faisant le fraisage et voilà, comme ça moi cette support il est monté dessus et vous êtes tranquille. Donc vous voyez le pare-choc, il a un effet aéro. Donc quand vous mettez la mousse, par défaut, quand vous mettez dessus, c'est fermé. Donc vous n'avez pas ce petit aileron qui marche. Si vous voulez plus de train avant à haute vitesse, il suffit juste de poncer la mousse pour pouvoir ouvrir, parce que la mousse elle la ferme sur la partie postérieure. Donc quand vous limez la mousse pour ouvrir ce petit aileron, ben, l'aileron il prend l'air dessous et ça vous fait un appui par-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est valable pour donner un peu plus de train avant dans les parties rapides. Parce que l'effet aérodynamique, il marche que dans les parties rapides. Parce que déjà, un effet aérodynamique, c'est à partir de entre 50 et 70 il commence à avoir des effets. Donc ça sera vraiment dans les courbes, dans les passages vraiment rapides que ça fonctionne. Vous sentirez en tout cas une différence. Ben voilà, ma voiture, il lui manque un setup complet que je vous ferai aussi en direct. Qu'est-ce que je peux... On va regarder les amortisseurs depuis le temps. Ils sont toujours pas fermés. Ciao Zeno. Donc voilà, l'amortisseur, bah depuis le temps, hein, depuis avoir de bulles. Je l'avais un peu oublié. Donc, l'amortisseur... qui ont l'air d'être corrects.
Voilà, il y a toujours une petite bulle qui ressort. Ça c'est le défaut quand c'est neuf. Ah, j'ai mis les mains dedans. Bon, celui-là il est nickel, je vais pouvoir le fermer, comme ça je vais je vais vous montrer et vous expliquer. Donc, là vous avez entendu pomper. Donc les amortisseurs. Là, je vais regarder les messages. Salut les petites gâchettes. Alors les amortisseurs. Bon, comme je l'ai déjà dit précédemment, on a le système dynamique dedans. Fait chier celui-là. Après il y a le système classique des pistons. Donc je sais pas si on voit, les pistons sont bombés. Donc le côté bombé, c'est le côté qui va en dessous. De toute façon, il y a, je sais pas si on arrive à voir, il y a ici la tige, elle s'encastre dedans. Donc normalement on peut pas se tromper si vous voulez remettre le système d'origine, le système on va dire classique. Il suffit de tirer la chemise avec son doigt, changer le piston et vous avez de nouveau un amortisseur classique avec les pistons troués. Donc l'amortisseur, on va le fermer. Rien de spécial dans le bouchon. Et le soir ça marche bien les vidéos en direct. Donc revenons aux choses sérieuses. Donc le bouchon, rien de spécial. Je prends. Alors une petite astuce. Là maintenant les bouchons chez Genius depuis on va dire même pas un mois, 2-3 semaines, les bouchons ils ont évolué de série dedans. Il y a avant ils étaient plats à l'extérieur et bombés aux parties centrales. Donc en fait maintenant ils sont tout plats et il y a une petite collerette pour garder la coupelle centrée dans le bouchon. Parce qu'avec notre système d'avoir le diamètre différent quand on utilise le dynamique ou pas dynamique, il se peut que la coupelle elle puisse bouger et donc là ils ont de série, ça a changé, il y a une petite collerette quand on met la coupelle dedans, la collerette se centre à l'intérieur de la coupelle. Quelque chose qui est toujours très mignon, que j'aime bien montrer, le logo Genius dans la coupelle. Bon, petite astuce si vous voulez, ça peut aider. Donc là maintenant avec la collerette, il n'y a pas vraiment besoin, mais si vous prenez une graisse bien collante, du style la graisse de différentiel, pas celle des cardans à transmission parce qu'elle est plutôt, elle n'est pas spécialement collante, mais vraiment une graisse collante, vous en mettez un petit peu avec votre doigt là sur la coupelle, ce qui aura pour effet de la coller au fond, donc elle ne peut pas tomber, elle ne peut pas bouger. Ça fait un effet de colle en fait. Donc après, pour fermer, prendre du papier toujours avec soi, parce que le principe des amortisseurs, du silicone en général, c'est de s'en mettre plein les mains. Et c'est quelque chose que j'aime pas du tout, avoir les mains pleines de silicone. Donc pour fermer,
une fois que l'amortisseur a plus de bulles, bien entendu, le niveau à fond, à ras-bord, pour pas avoir d'effet de ribombe. Ce qu'on appelle le ribombe, c'est que quand vous avez tout fermé, la tige elle ressort. Donc plus elle ressort, plus vous avez des ribombes. Si la tige elle ressort pas, bah, vous avez zéro ribombe. Par contre, si elle ressort pas et que quand vous actionnez la tige, ça fait un effet de chouic de cran, vous sentez que ça dedans, comme si ça s'émulsionne en fait, parce qu'il y a des bulles d'air, et en fait avec le piston, ça fait créer une émulsion et c'est pas bon. Donc c'est là où vous n'avez pas mis assez d'huile. Ou alors vous en avez fait trop sortir, ou il n'y en a pas assez. Et à l'inverse, si vous avez mis trop d'huile, la tige déjà, elle va sortir de suite, mais surtout vous ne pouvez pas la rentrer entièrement. Parce que là, il y aura trop d'huile, la membrane, elle ne pourra plus assez compenser le volume qui diminue à cause de la tige qui rentre dans le corps. Et là, là carrément, il n'y a plus d'amortisseur parce que ça se verrouille automatiquement. Donc ça, c'est les grandes lignes. Donc dans la théorie, plutôt en pratique, il y a 2 méthodes de fermer. Il y a pour fermer l'amortisseur la classique, on met la coupelle dedans. Ici, il y a un petit trou. Ça, c'est fait. Donc, il y a un petit trou sur le bouchon. Donc, on met la coupelle dedans. On met la coupelle dedans. On remonte la tige à fond pour pas avoir de ribombe. Et on vise tout doucement et on évacue le trop d'huile jusqu'à ce que ça sorte plus et on verrouille. Ou alors, il y a une autre technique. C'est une fois que l'amortisseur il est fait dans le même état, on remonte la tige, comme pour fermer avec l'autre technique. On pose la coupelle dessus, on l'enfonce tout doucement avec le doigt et on fait déborder ce qui est le trop. Et de là, on pose le bouchon et on ferme. Donc, c'est 2 méthodes différentes. Chacun a son feeling, chacun va aimer ou une ou l'autre. C'est à vous de voir. Ça, c'est quelque chose à vous de voir. Donc voilà, là je fais la première méthode. J'ai remonté ma tige quasiment à fond. Il me reste 2-3 mm. Donc voilà, je pose mon bouchon. Vous voyez, ça commence déjà à sortir. Donc là, j'appuie sur le bouchon pour choper le premier filet. Voilà. Et de là, il faut être un peu patient et pas trop pressé. Et avec un chiffon, je vous dis ça, être patient parce qu'on utilise des huiles qui sont assez dures, pas comme dans le tout-terrain où on met de la 400, 500, 600, où ça se fait beaucoup plus rapidement. Là, c'est assez rapide, mais si on fait trop vite, on va avoir tendance à écraser la coupelle dedans. Et en fait d'annuler l'effet de la coupelle, parce que la coupelle sera déformée, même si l'amortisseur en le faisant travailler on semble correct, qu'il fonctionne bien, il se peut que la coupelle soit carrément déformée, qu'elle n'agisse plus. Donc allez-y petit à petit, tranquillement, essuyez au fur et à mesure pour voir le débit de l'huile. N'hésitez pas même à redévisser un peu le bouchon, un quart, de jouer un peu comme ça pour voir comment ça... Vous voyez là, ça coule toujours. Et c'est important en fait, parce que là vous allez me dire on gaspille de l'huile. Oui, on gaspille de l'huile, mais c'est important de le faire parce qu'en fait, si on est trop juste au niveau d'huile, parce qu'en fait en vissant le bouchon, l'huile elle se répartit. Déjà elle tient la coupelle enfoncée dans son bouchon, donc ça évite que la coupelle elle soit un peu de travers ou quoi que ce soit, que l'huile puisse passer derrière. Donc c'est pour ça l'astuce de mettre un peu de gras pour coller. Et aussi ça aide. Et
parce que si on met pas assez d'huile, il peut y avoir des bulles d'air et en fait le fait de visser et d'avoir un trop d'huile, ben en fait la circulation et l'évacuation de cette huile là emporte avec elle tout ce qui peut être dedans et bloqué. Et si on n'en met pas assez d'huile, on va le fermer plus facilement, mais on peut aussi plus facilement mettre de l'air dedans. Donc voilà, là je suis à la force, je suis arrivé jusqu'à en butée de joint. Ma tige elle ressort pas. Donc comme je vous ai dit, hein, le principe des amortisseurs, c'est de souvent s'en mettre plein les mains. Donc pour le serrage, grande question que j'entends souvent, faut serrer fort, pas fort. Là à la main, je ne serre pas assez fort pour donner un ordre d'idée, donc j'utilise les clés. Et j'en rajoute un peu pour bien serrer et bloquer mon bouchon. Et après je vérifie mon amortisseur. Je le fais travailler, montée, descente. Je le fais plusieurs fois d'affilée. Donc déjà ça me permet de sentir s'il y a des bulles ou non. Et voilà. Donc là mon amortisseur ressort de à peu près de ce que je lui avais donné. Parce que la tige je ne l'avais pas remontée entièrement. Donc, et elle ressort à peu près de ce que j'ai fait. Donc là comme c'est là c'est parfait. Pour deux raisons. Vous allez me dire j'ai mis du ribombe. Alors oui j'ai mis un peu de ribombe, mais quand la voiture va travailler un petit peu, l'amortisseur entre guillemets se met en place. Et puis surtout si ça vient un peu à travailler, parce qu'il y a toujours un petit peu de sointement, parce qu'on ne peut pas avoir un amortisseur étanche en étant libre. S'il est très étanche, c'est qu'ici les joints sont très serrés. Et vu qu'on utilise des huiles dures, il faut un joint qui soit assez puissant, qui tienne assez fort l'axe, pour ne pas laisser cette huile passer. Donc il y a toujours un chouille de sointement. C'est pour ça que je laisse toujours un chouille de ribombe, comme ça, pour un peu compenser le petit sointement qu'il va y avoir. Donc devant en général, ça ne sert à rien d'en mettre parce que les amortisseurs travaillent beaucoup moins, mais derrière, il y a beaucoup plus de débattement, beaucoup plus de chaleur, et il vaut mieux laisser un chouille. Voilà, là pour moi l'amortisseur il est parfait, il n'y a pas de bulle, il y a juste ça, c'est nickel. Et là l'amortisseur on peut rouler sans problème un bon paquet de temps, sans que ça pose problème et quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair et assez démonstratif pour vous. Donc bon, là pareil, après c'est x4 bien sûr. Ben, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer ce soir. Je crois qu'on va en rester là et il n'y aura plus qu'à vous faire quand j'aurai fait les amortisseurs et je ferai le setup de la voiture. Donc peut-être tout à l'heure si ma motivation me tient éveillé jusqu'à là, sinon ça sera demain. Allez, si c'est pas tout à l'heure, bonne soirée.